Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la revue Austin Québec. Aujourd'hui, on vous présente Roxane Monplaisir qui est allée s'entretenir avec les copropriétaires de la ferme Antélimarque, la ferme qui accueillera le prochain pique-nique Austin Québec le 12 juillet 2025. Alors, dans cette entrevue, vous découvrirez l'histoire derrière cette entreprise et qui sait, peut-être même un scoop. Bon épisode! Alors, je suis présentement en compagnie de la famille Leblanc, de la ferme Antélimarque. Ça va bien? Oui, très bien. Merci. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce balado de la revue Austin Québec pour nous présenter votre entreprise, les dessous un petit peu là, de l'élevage derrière le préfixe Antélimarque, dans le but d'en prendre un petit peu plus à vous connaître d'ici au pique-nique Austin qui s'en vient à grands pas. Donc, pour débuter, ça serait intéressant de savoir un petit peu dans l'histoire là, de la ferme Antélimarque, ça fait combien de générations que la ferme existe? Oui. La ferme Antélimarque, dans le fond, là, avec Jean-Michel, c'est la 4e génération. Okay. Le début, la famille Leblanc, en 1919, qu'on a été installé ici, à Nicolet, à l'endroit où on est. En 1981, moi, quand j'ai embarqué avec mon père sur la ferme, c'est là qu'on a décidé de mettre un nom à la ferme qui est venu Ferme Antélimarque. Dans le fond, Antélimarque, il y avait 3 noms dedans. Mon grand-père Antonio, et mon père Élie, et moi Marc. Puis qu'on trouvait, en mettant ça sur papier, on dit ça peut être le nom même dans l'ordre des générations. Fait que c'est depuis 1981. Puis là, Jean-Michel il se joint à nous, là, puis on est fiers aujourd'hui là, du nom là, qui s'est développé. Toi, Jean-Michel, tu as poursuivi ton parcours en agriculture. Tu as fait des études aussi en agriculture, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait, en sortant de secondaire, je n'étais pas encore fixé trop sur ce que je voulais faire. J'ai été au cégep à Trois-Rivières en sciences de la nature pour garder le plus de portes ouvertes là, le temps que je me décide. Finalement, après, j'ai été faire un bac en agroéconomie. Puis c'est suite à ça, c'est pendant mon bac là, que j'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire. Fait que dès que j'ai eu terminé mon cours, je suis revenu à temps plein sur la ferme en 2014. Puis c'est quoi réellement qui t'a donné la piqûre? Y a-tu un moment... J'ai toujours aimé l'élevage là, depuis que je suis jeune. Mais je me demandais c'était-tu assez comme passion pour en vivre. Puis c'est vraiment le déclic, c'est plus fait durant mon stage d'agroéconomie en financement agricole. Okay. Je trouvais ça super le fun de calculer les projets puis d'évaluer des projets d'entreprise. Puis là, je me disais, c'est le fun, mais ça doit être encore plus le fun quand c'est tes projets à toi. fait que là, ça m'a comme fait réaliser que en reprenant la ferme, je pouvais jumeler un peu ces deux passions-là d'élevage, mais aussi de gestion et d'entrepreneuriat. Fait que c'est là que ça s'est plus éclairé pour moi. Donc, tu reviens sur la ferme en 2014, t'es motivé, t'as sûrement plein d'idées en tête. Est-ce qu'il y avait des changements que tu voulais apporter à l'entreprise qui étaient déjà en place? Ouais, c'est ça. 2014, on a commencé à acheter du quota parce que on avait quand même un vieux bâtiment qui n'était pas capable de loger la relève. Donc, tous nos torts étaient dehors l'été, puis en pension l'hiver. Puis on était en pension pendant 15 ans de temps. Puis dans le but que s'il y avait une relève sur l'entreprise, le projet pourrait lui ressembler. Fait que en 2015, on a commencé à analyser le projet Nouvelle Étable, robot. Ça a fait bien du chemin. Au début, c'était une étable entravée qu'on voulait. Même avant ça, c'était une étable à tort. Après ça, ça a été une étable pour les vaches, mais entravée. Après ça, on a passé à évaluer un salon de traite. Puis finalement, on s'est rendu au robot. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que nous, on était anti-robot.
c'est tes parents qui nous ont dit allez en visiter, ça vaut la peine. Ouais, c'est vraiment l'idée venait d'eux. Ouais. Alors que souvent, peut-être c'est plus les jeunes qui amènent cette idée-là, mais nous autres, ça s'est fait à l'inverse. C'était l'inverse. Fait que là, en 2016, on a construit l'étable neuve à Robot. On a commencé à l'opérer au mois de septembre 2016. Combien de robots vous avez mis? 2 robots, logette profonde de sable, puis un bâtiment qui pouvait finalement abriter tout le troupeau. Fait que vache, puis la relève. Donc c'est la première fois que moi personnellement je vivais ça, là, tout avoir les mêmes animaux sur le même toit. Fait qu'on aimait bien ça. Puis le fait d'avoir vécu peut-être l'opposé, tu sais, ça nous a forcé, ça nous a tenté d'avoir un système très, très simple et efficace pour justement la régie de troupeau. Là, tu sais, on voulait d'un coup d'œil pouvoir observer tous nos animaux. Fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on a fait nos concepts d'étapes et tout ça. Fait qu'après 2016, ça a été la construction de Silofos en 2 ou 3 ans, puis tout le restant du setup là, pour agencer tout ça. Donc, dites-moi, comment ça s'est passé, la transition, tu sais, autant le troupeau que vous autres qui travaillez au quotidien, là, comment ça s'est passé? C'était quand même épeurant un peu parce qu'à ces années-là, là, en 2016, si on se ramène, là, c'était quand même peu commun là, de bâtir une étable complète neuve. Là, fait que, tu sais, il y avait eu quand même plusieurs histoires peut-être moins heureuses là, dans ceux qui l'avaient fait. Fait que, mais on était quand même un peu confiants, mais aussi très naïfs et optimistes. Là. Puis, mais c'est ça, ça a quand même super bien été. Le défi, ça a été... la clé du succès, ça a été d'être beaucoup de monde. Parce que, tu sais, veux pas, lors de la transition, ça prend 2 équipes, là, une dans chaque étape pour faire les traites et tout ça. Mais c'est ça s'est bien passé de ce côté-là. Je pense aussi que, vu que ça faisait quand même... nos animaux étaient en pension, puis les dernières années, ils étaient en pension en stabilisation libre, les tares, toute la relève. Fait que la relève avait tout vécu déjà la stabilisation libre. Puis quand on a intégré chez nous les robots, bien, ces animaux-là avaient tous déjà vécu ça. Fait que l'adaptation s'est faite vraiment, vraiment facile. Là, plus que qu'est-ce qu'on s'était fait dire. Ça serait quoi les avantages que vous avez vus par rapport au changement de autant là, la bâtisse, mais aussi complètement son fonctionnement? C'est quoi les avantages que vous en retirez aujourd'hui? Initialement, nous autres, le but d'aller vers la stabilisation libre puis les robots, il y avait comme 2 grands objectifs. Là. La première, c'était pour le confort des animaux, puis leur bien-être. Puis le deuxième, c'était aussi pour nous donner de la flexibilité d'horaire puis du bien-être à nous aussi. Fait que ça a été accompli comme objectif. Là. Vraiment, les animaux, ils partaient d'une étape qui était rendue peut-être mal adaptée. Fait que là, de tomber libre, avec le jet de sable, nombre de traites variables selon leurs besoins, alimentation adaptée à chacune, ventilation, lumière, tout selon les normes là, les plus optimales, c'était vraiment... Ça leur a vraiment donné un plus. Puis nous aussi, tu sais, à un coup le transfert complété, quand le rodage a été terminé, là, ça nous a permis... c'est vraiment... Au niveau du nombre d'heures, c'est comme on dit souvent, c'est pas... on fait peut-être autant d'heures qu'avant, mais c'est la flexibilité que ça donne. L'heure pour les soirs, les fins de semaine, c'est vraiment... C'est un élément quand même majeur. Là, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais il faut quand même dire que vous êtes parents, Catherine, Jean-Michel, de 2 petites filles. Donc, la vie familiale vient aussi, je pense, avoir peut-être un avantage aujourd'hui, alors que vous avez à faire comme tous les parents de ce monde. Effectivement, c'est pas plate d'avoir papa pour souper avec les enfants. C'est quand même quelque chose de non négligeable. Là, en ayant aussi un gérant de troupeau temps plein, ça nous permet... à 5h, 5h30, on soupe avec les enfants, tout le monde ensemble. C'est quand même quelque chose d'important pour vous autres. C'est ça, puis qui était anciennement difficile à faire avec le système qu'on avait. Fait que ça aussi, on déjeune ensemble puis on soupe ensemble à chaque jour. Fait que c'est un gros plus. Puis aussi, chose c'était pas dans les prévisions, c'était pas les objectifs, mais moi je trouve que ça apporte. Oui, ça donne la liberté au niveau des heures, mais au niveau aussi demande physique, là, c'est beaucoup moins demandant.
Puis je pense que quelqu'un, nous autres on vieillit, veut pas, fait que de ne pas avoir à faire la traite des vaches entravées, c'est bien moins difficile, moins dur, puis ça nous permet de construire plus longtemps. Puis même... c'est le bien-être de tous! Oui, mais c'est ça. C'était pas de quoi initialement qu'on avait comme objectif, mais il reste que... Puis aussi, on avait peur, Catherine entre autres, puis Jean-Michel avait peur de perdre de contact avec des animaux. Le fait que c'est en sensibilisation libre, puis c'est au contraire, on a plus de temps justement pour... puis il y a des ouvrages à faire quand même au travers des vaches, puis fait qu'on est présent pareil. C'est sûr que le but d'avoir un robot, c'est pas de plus être là, c'est d'avoir de pouvoir approfondir, puis avoir plus d'informations, même au niveau informatique, là, sur la santé des vaches, sa rumination et tout, fait que ça permet de faire un meilleur suivi, je pense. Puis ça permet aussi de connaître les vaches sous une autre facette. Le fait qu'ils soient libres, là, ça nous permet de connaître leur personnalité, ce qu'on ne connaissait pas avant. Dans le fond, tu sais, quand ils étaient attachés, on les connaissait beaucoup d'une certaine façon, mais là, des fois, on découvre, on découvre une nouvelle facette de leur personnalité et de leur caractère. Enfin, c'était de quoi qu'on ne s'attendait pas nécessairement, mais ce qui était une belle surprise. Qu'est-ce que les animaux consomment dans leur ration? On a gros évolué là, sur la ration puis nos systèmes de production de végétaux. Là. Depuis plusieurs années, on veut simplifier ça. On va avoir un système de récolte, un système de production. Puis ça nous a tourné vers, premièrement, les silos fausses. On a eu des silos tours, on a eu des hack bags. Puis là, depuis qu'on a nos silos fausses, des fameux bunkers, on est vraiment enchanté de ça. Là. Ça va vraiment bien. Fait que notre ration est composée d'ensilage de maïs, d'ensilage de soya fourragé, puis maïs grain, tourteau de soya. Fait que c'est très simple. Le soya fourragé qu'on aime bien parce que c'est une récolte par année. On peut marcher avec du fermenté, puis c'est constant à l'année. Donc ça nous donne une journée de récolte de maïs, une journée de récolte de soya, puis après ça, on peut alimenter notre troupeau avec des aliments de qualité pour l'année. Fait que ça fait plusieurs années qu'on... Ouais, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez commencé à faire le soya fourragé? La luzerne, moi, quand j'ai commencé à être plus impliqué là, à la ferme, là, dans les années 2010, là, on s'est rendu compte que j'étais allergique à la luzerne. J'avais des réactions allergiques. Fait que, il est aussi allergique aux champignons, à la poussière, aux poils de vache. Un cordonnier mal chaussé, comme on dirait. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est fait parler du soya fourragé qui a comme piqué notre curiosité à cause de ça. On a commencé, on a fait 15 acres, après ça, on a fait 30, 50, puis là, on fait 95 acres de soya fourragé. On fait plus aucune luzerne. Fait que on est 100% à ça. C'est un fourrage qui se jumelle très bien à une ration avec beaucoup d'ensilage de maïs. Fait que là, tu sais, on a rodé nos affaires, tu sais, on est allé en... Ça a toujours bien été? Tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'acquis, mais y a-tu eu des périodes d'essai avec le soya fourragé? Mais ça a quand même assez bien été tout le temps. Il y a eu une année là, qu'on a eu de la maladie dans le soya, qu'on a été obligé de récolter vraiment plus tôt. Ça n'a pas été catastrophique, mais c'est sûr que c'était pas une année là, de record de performance, mais c'était quand même pas si pire. Mais c'est ça, non, c'est le fait d'y avoir été un peu évolutif, là, petit peu par petit peu, on a pu tout le temps s'ajuster sans trop se planter, fait que ça va bien, puis là, on trouve que là, la roue tourne là, bien, là, même on n'a pas beaucoup de superficie de culture, fait que c'est deux cultures qui ont quand même pas mal de rendement, fait que tout va bien en fonction du reste. Là. Puis au niveau des installations, c'est quoi les autres musts un peu qu'on peut voir à la ferme ici? On a parlé tantôt là, au niveau des logettes profondes, litières de sable, on a 2 robots également. Les tares, eux, sont aussi. Ouais, les tares sont sur logette profonde aussi à partir de 3 mois. OK. Ça a été plus d'ajustement. Au début, ils étaient tous sur sable, les autres aussi. Puis on s'est rendu compte que en bas d'1 an, là, les sabots sont comme pas assez durcis pour être sur du sable qui est très abrasif. Fait qu'on a eu des problèmes de perte pas mal. Mais là, aller jusqu'à 1 an, sont sur une litière sont encore sur logette profonde, mais sur une litière de rip chaud. Fait que là, ça fait 1 an là, qu'on est là-dessus. Puis j'ai bien confiance. Là, ces veaux-là n'ont pas encore vélé, là, mais de ce qu'on voit, on est bien confiant là, que ça va avoir eu un impact positif.
Puis... Les petits veaux? Les petits veaux, une pouponnière avec l'ouvre, une pouponnière ouverte. Là, on valorise bien gros qu'il y ait beaucoup d'air propre, puis beaucoup de litière. Puis avec ça, là, ça réussit quand même assez bien. Ça serait quoi les autres incontournables, à ton avis, dans les facteurs de succès là, de votre régie? Y a-t-il d'autres éléments à mentionner, peut-être? Je dirais peut-être la régie du tarissement là, qu'on travaille de plus en plus, puis qu'à chaque fois qu'on donne un petit coup là-dessus, ça semble rapporter. Là. Autant au niveau alimentation, le groupe tari et le groupe préparation vélage, on les sépare en deux, là, les 2 mois. Mais on essaie de mettre de plus en plus de rigueur dans la précision de l'alimentation pour ces groupes-là. Souvent, c'est beaucoup de temps pour peu de vaches, disons, comparé aux vaches qui sont en lait. Mais on croit de plus en plus que ça en vaut vraiment la peine, puis que c'est quand même du temps bien investi, même si ça en fait passablement plus pour le nombre de vaches. Oui, parce que c'est vraiment la vache qui va bien véler, qui va avoir un bon démarrage, va vous permettre d'atteindre les performances aussi. Là, surtout en robot, une vache qui va aller bien, là, après ça, t'es 1 an que tout va bien puis tout est simple. Une vache qui va aller pas bien, c'est compliqué pendant 1 an. Côté élevage, on parle de personnalité de nos vaches, donc j'imagine qu'au niveau de votre philosophie, le type de vache avec lequel vous aimez travailler, est-ce qu'il est resté le même? Est-ce que ça a évolué au fil du temps? On a toujours historiquement cherché avoir des vaches balancées autant au niveau conformation que production. Puis ça a tout le temps été par rapport à ça que vous avez fait vos choix de taureaux. Des critères importants. Oui, historiquement. Au niveau, quand on a les premières années dans le nouveau bâtiment, on a continué à forcer sa conformation pour aller chercher de la longévité dans nos vaches. On avait rajeuni le troupeau quand même pas mal en prévision de transférer en stabulation libre. Donc là, après ça, le défi, c'était de faire vieillir notre troupeau. Puis c'était l'objectif aussi du confort que l'étable amenait aussi. C'était vraiment d'aller chercher des lactations de plus. Fait que là, ça, on a quand même bien réussi. On est content du niveau qu'on est. Puis là, je pense qu'on est rendu à un stade qu'il faut ramener un peu plus de lait dans nos familles. Puis on le voit aussi un peu... ramener un peu de largeur puis de drive un peu là, dans le caractère dans le caractère de nos vaches là, parce que je pense que c'est le prochain point à améliorer là. Donc au niveau là, de l'élevage, ça fait plusieurs années, Marc, vous avez parti votre préfixe, que vous avez fait de l'élevage en bon parler là. Oui. Moi, c'est quoi qui m'impressionnait quand j'allais voir certains troupeaux là, qui étaient plus avancés. La conformation, la qualité des pies, puis me disait, on passe beaucoup d'heures dans la ferme, on travaille, il faut que ça soit plaisant. Puis travailler avec des bêtes qui ont des bonnes conformations, c'est plaisant. Toi, le matin, tu te présentes, c'est le fun. Fait que, on a commencé, là, on disait comment faire pour s'améliorer, savoir des bonnes familles. Puis, fait qu'en 1984, on a commencé à faire la classification. On pensait qu'on était pas pire, mais là, ça a pris 10 ans. On était en 94 avant d'avoir notre première très bonne. Fait que, ça nous a fait réaliser qu'il y avait encore du travail à faire. Puis là, la première très bonne, puis notre première excellente est arrivée seulement en 2001. Fait que, c'est quand même plusieurs années de travail là, pour améliorer la génétique. Dans ces années-là, ça allait un petit peu moins vite, moins de transplantation embryonnaire. Fait que c'était par les filles, puis des fois, il y a des bonnes vaches qui n'avaient pas de filles. Fait que c'était plus lent comme progression. Mais depuis 2001, là, on a commencé avec des vaches excellentes, puis ça en est suivi là, quand même plusieurs. Là. Est-ce que vous avez fait du transfert embryonnaire là, pour accélérer un petit peu ce progrès-là au sein du troupeau? Oui, ça aussi, les dates exactes, je ne pourrais pas dire, mais il me semble que c'est en 2001 aussi. Quand tu as ta première vache excellente, là, tu penses que tu as tout obtenu. Là. Puis, dans ces années-là, il me semble que c'est ça, 2001, qu'on a commencé à faire la transplantation embryonnaire. Puis, on a continué. C'est quand même quelque chose que moi, personnellement, je pense qu'il faut y aller graduellement à faire. C'est pas de quoi que tu dois te lancer
tout faire dans la même année. Là. Puis justement, il y a des vaches, il y a beaucoup, il arrive des meilleurs sujets, meilleurs. Fait que c'est que tu continues à améliorer ton troupeau graduellement. Fait que là, parmi les familles de vaches que vous avez élevées au sein du troupeau, c'est lesquelles qui se sont le plus démarquées? Initialement, oui, Solange, c'était la première excellente, là, mais mettons, qui est arrivé plus là, par après, là, la Dalida Morty, que c'est une vache ça, qui était super puissante, puis qui avait un bon pied, une bonne production. Puis c'était elle, dans le fond, là, qui a commencé, puis nous donnait encore plus sa passion, puis le goût de développer les premières qu'on a commencé à exposer aussi. Puis là, l'exposition, ça vient de Marc, ça vient de Jean-Michel. Comment on décide de finalement partir avec ces animaux à l'exposition? Dans les années 2005-2006, on commençait à avoir des bonnes classifications, puis les intervenants qui venaient, ils commençaient à nous dire, vous devriez peut-être aller à l'exposition avec tel ou avec tel, aller vous mesurer aux autres, puis... mais on connaissait pas ça du tout. Puis là, on a eu la chance d'avoir Pierre Guévin qui est venu travailler ici. Il arrivait de la ferme La Coulée qui faisait beaucoup d'expositions puis qui avait des super bons résultats. Fait il nous a vraiment aidé là, à démarrer là-dedans. Puis là, on avait la Dalida Morty qui était une vache quand même importante d'une bonne famille dans le troupeau. Puis là, c'est elle qui nous a vraiment motivés à exposer. C'est elle qu'on voulait exposer, voir où elle se situait par rapport aux autres. Fait que là, en 2007, on a exposé nos premiers animaux. En 2008, la Morty a fait mention honorable à Bécancour. 2009, on a eu Sandria, une autre vache marquante de l'élevage quand même, là, qui a fait première à Bécancour. 2010, cette même Sandria-là a fait championne à Bécancour. Puis là, après ça, on a eu la grande championne de l'expo pendant 6 ans consécutifs. OK. Fait que finalement, ça a vraiment été une propulsion là, d'aller à l'exposition. Malgré que, là, tu dis Pierre, il était là, finalement, il a su vous transmettre un petit peu ses connaissances. Puis... Oui, parce que dans le fond, Jean-Michel, à ce moment-là, avait peut-être à peu près 15 ans. OK. Puis avec Pierre, qui pouvait le conseiller, qui pouvait lui donner... Il partait... T'es à l'âge que tu veux tout t'apprendre, tu veux tout savoir. Fait que il avait déjà le goût. Puis Catherine aussi, un petit peu plus tard, avait le goût des expos. Fait que, dans le fond, ça a fait qu'on a continué. Puis quand tous les ans, on a sorti des vaches, on choisissait ceux qu'on pensait meilleurs. Puis c'est ça s'est révélé quand même des bons sujets. Là. Puis dans cette famille-là de la Morty, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont su suivre les traces là, de la lignée maternelle? Ouais, on a travaillé gros avec cette lignée-là. Puis en 2017, là, la descendante là, qui a eu le plus d'impact, peut-être, c'est Daisy Dorman. On avait... non, 2016. 2016, l'année qu'on a construit, on a commencé les robots ont commencé à être fonctionnels le 14 septembre. Puis elle est vélée d'un jour qui suivait. Puis finalement, là, on la trouvait bonne. On a décidé de l'emmener au show d'automne. OK. En pleine transition robot, là, quand on n'avait pas trop de temps. Mais là, on l'a vendu sur place à Ferme Intense, Ferme Jacob et puis Wicksdale, Austin. Puis fait que ça a été quand même la descendante la plus marquante de cette lignée-là. C'est une vache que c'est toi qui as découvert, dans le sens que des fois, tu vas à l'expo avec une vache, tu dis « Ah, elle est bonne, puis là, elle fait bien », puis tu dis tu continues avec. Ouais. Mais là, on a commencé le 5 septembre. À tirer les vaches? Ouais. La fête à le 14 septembre. Puis elle a vélé, elle, un petit peu après ça, là, des jours qui ont suivi. Puis encore là, ils disent tous que quand tu fais le départ de robot, là, t'oublies ça, t'as plus de temps à rien. Puis là, il commence à dire « Hey, elle est belle cette heure-là, elle est belle, on devrait peut-être la sortir. » Donne-nous une chance! Elle avait sorti Génis, mais elle avait pas bien fait. Là, genre, Jeune Ruro avait fait Diane. Dans le sens que c'est ça, c'est pas une vache qui a fait longtemps qu'on savait qu'elle était bonne. Ouais. Puis, ça vous a amené à Madison. Ouais, à Shakira. À Shakira. C'est ça, dans le fond, c'est
C'est un hasard, là. C'était pas le but d'y aller, mais le coup rendu, puis là, tu étais sur place, puis ça a été offert. Donc là, on est rendu en 2017, vous avez vendu cette vache-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, la vente d'animaux au sein du troupeau? C'est de quoi qu'on a toujours voulu exploiter un peu. Là. Les expositions, on veut pas, c'est quand même des coûts à chaque année. Puis, à un moment donné, je pense qu'il faut que l'objectif soit de vendre des bons sujets de temps en temps. Tantôt, j'ai parlé de Sandria Goldwyn qu'on a vendu en 2010. Ça aussi, c'était notre première vente d'importance. Puis, ça nous a quand même pas mal motivés pour la suite puis pour la commercialisation. Après, ça a été en 2017 qu'on a vendu Daisy Dorman. 2013 aussi, ça a été une grosse année là, pour nous autres au niveau de l'expo parce qu'on a eu Lydim Goldwyn qui avait déjà gagné une classe dans l'expo de Bécancour, mais qu'on savait bonne, mais alors, jusqu'à où on ne savait pas. Puis en 2013, là, elle a fait vraiment la longue run. Là, elle a fait, je pense, 6 shows dans l'été. Puis à chaque show, elle nous surprenait. Fait qu'elle nous motivait à la ressortir encore puis encore. Pour finir à faire 5e à la Royale. Lydim, c'est une Goldwyn, hein? Ouais. Puis elle avait fait 2e au show d'automne, puis 5e à la Royale. Fait que là, c'était la première fois. Chaque show, même la finale provinciale qui était à Montmagny cette année-là, chaque show, c'était une nouvelle étape pour nous, parce que la finale provinciale, on n'avait jamais été. Fait que là, elle avait fait 2e encore. Là, show d'automne, on n'y avait jamais été. Fait que là, 2e. La Royale, on se pensait jamais proche d'être capable d'aller là. Fait que là, elle y va, puis elle fait 5e pour finir mention en arrière à bord canadienne. Fait que ça, ça a été... Ouais, on était vraiment... Ça a été une année de plein de surprises, tu sais, puis on était vraiment contents. Puis ça nous a permis de passer à un autre niveau. C'est vraiment cette vache-là qui a été un game changer dans notre élevage. Ça l'a fait connaître en Télémark au niveau provincial, même national. Là, ouais, c'est ça. Je me souviens encore les premières fois qu'on parlait du monde plus loin puis qu'ils connaissaient notre préfixe à cause de cette vache-là. On n'en revenait pas que du monde d'ailleurs puisse connaître le préfixe, parce qu'on était vraiment plus au niveau régional aller jusqu'à ce moment-là. Fait que Lydim, pour nous, elle a une grande valeur pour ça. Elle nous a vraiment propulsés en 2013, puis même en 2014, elle a réexposé aussi à la Royale. Puis c'est-tu des qualités qu'elle a su transmettre aussi à des filles à travers les dernières années? Est-ce qu'elle a fait des progénitures qui se sont démarquées aussi? Ouais, ben tu sais, c'est une vache qui avait un pied exceptionnel, puis c'est de quoi c'est un critère qui était tout à fait important pour nous, fait qu'on trouvait en plus qu'elle représentait bien notre élevage, puis notre philosophie d'élevage. Puis fait que là, on a travaillé gros avec. Elle a donné plusieurs filles qui avaient les mêmes qualités qu'elle pour finalement, en 2022, avoir Lisa Alligator qu'on a vendu puis qui a fait 4e à Madison cette année-là. OK, fait que là, wow, c'est tellement une belle histoire. Puis, OK, donc là, l'alligator, à quel moment vous l'avez vendu? Est-ce que vous l'avez vendue? Elle était déjà en lactation? Ouais, elle était vélite. Elle l'avait exposée avec encore en début de saison, très fraîche. Après ça, on l'avait réexposée à Trois-Rivières. Puis c'est là qu'on l'a vendue à la ferme Jacob. Puis elle avait gagné sa classe à Trois-Rivières, ce qui est vraiment... Tu sais, Trois-Rivières, c'est une exposition quand même difficile. Là, fait qu'on était super contents d'avoir une première place là. Puis de l'avoir vendue aussi à des super bons éleveurs. Fait qu'eux, après ça, l'ont amené jusqu'à Madison, puis l'ont revendu, rendu là-bas. Mais elle a fait, c'est ça, elle a fait 4e, ce qui était exceptionnel là, pour notre élevage. Parmi la descendance de Lydim, est-ce qu'il y en a d'autres de ces filles qui sont spéciales pour vous? Parmi ses premières filles, à Lydim, il y a eu Lister Epic, qui a quand même... puis elle, en étant une fille de génération épique, elle a... Une de ses premières filles, elle a été dans les revues puis tout ça. Puis ça aussi, c'était une étape pour nous autres qu'on trouvait le fun et importante. Tu sais, on n'était pas habitués à avoir de nos vaches dans des revues de centre d'insémination. Fait que ça a été une étape quand même le fun, là. Puis elle, cette vache-là a fait championne de réserve en 2016 à Bécancour. Fait que elle aussi, tu sais, a su... C'est peut-être sa fille qui s'est le plus démarquée là, dans les expositions, sa fille directe, là. Ouais. Donc, je crois que j'apprends rien à personne, comme quoi la ferme Antélimark est copropriétaire de la célèbre Shakira. Donc, pouvez-vous m'expliquer comment on en vient à pouvoir mettre la main sur une vache aussi exceptionnelle?
C'est quand même une longue histoire. On veut la savoir! Ben, en fait, ça part de la vache Daisy Dorman que j'ai parlé précédemment. C'est une vache, un enseignant en lait qu'on avait vendue au show d'automne à Jacob, Intense et Weeksdale. L'année suivante, un coup qui était révélé, ils l'ont exposé à Madison. Nous autres, on n'avait jamais eu de vache de notre préfixe exposée à Madison. On n'avait jamais été voir le show là-bas. Fait que là, on se disait, est-ce qu'on doit en profiter pour y aller voir ça, cette fameuse expo-là? C'est quand la prochaine fois qu'on va avoir une vache de notre préfixe exposée là? Fait que là, on avait ça en tête, mais là, on avait de la misère à se convaincre d'y aller. Finalement, on disait on voulait pas que ça coûte cher comme voyage. Finalement, on avait réussi à se jumeler à quelqu'un dans une chambre d'hôtel. On avait acheté nos billets la veille. Ben, mon billet, au fond, j'y avais été seul, là, vu qu'on était encore dans l'étape du démarrage des robots. Fait que là, il fallait quand même se garder du monde à la ferme. Fait que la veille de partir, j'avais acheté mon billet d'avion. On partait le lendemain matin à 6h. Puis, fait que je suis parti là, voir ma vache se faire exposer à Madison. Rendu sur place, elle était exposée sur l'exhibit de Ferme Jacob. Fait que là, on passait pas mal la semaine là. Puis là, à un moment donné, l'équipe de la Ferme Jacob avait repéré la fameuse jeune vache, Shakira, qui tirait bien notre attention. Elle a quel âge, Shakira? Elle est 2 ans junior. C'est son premier veau. Elle est méconnue, là, elle est sur un exhibit là, au fond d'une étable. Puis c'est ça. Fait que là, c'est vraiment d'être. J'ai été chanceux d'être à la bonne place au bon moment. Quand ils sont venus de la voir, dans le fond, ils m'ont offert d'embarquer avec pour faire une offre à l'éleveur pour acheter Shakira. Donc là, moi, je suis tout seul aux États-Unis. J'appelle la gang ici parce que c'était la fête à Catherine là, ce soir-là, puis je la manquais. Fait que moi, j'ai été souper avec ses parents. Ils ont été gentils, eux, ils étaient là pour ma fête au moins, puis ils m'ont invité à souper. Fait que ça donnait bien, tu sais, fait que tout le monde était ensemble, fait que tout le monde pouvait en discuter. Fait que, tu sais, c'était pas évident pour eux, vous pouvez parler un peu de comment vous l'avez vécu, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que là, on était à distance, on s'appelait dans une étape qui a pas trop de réseau non plus, fait que on essayait de se contacter. C'était la veille du jugement, puis il était rendu 8-9 heures le soir, là. OK. Ouais. C'est ça, quand Jean-Michel m'a appelé, d'ailleurs, même la décision avait été difficile à prendre pour dire qu'il pouvait aller là-bas, mais il m'avait convaincu en disant que ça ne coûterait pas cher. Échec. Mais c'est ça, à discuter avec Jean-Michel, il avait de l'air pas mal convaincu, Ferme Jacob, puis lui aussi, que c'était un beau projet, puis que c'est une vache qui pouvait être bon pour nous faire connaître, puis dans l'élevage, puis fait que j'ai dit à Jean-Michel, vas-y comme tu penses, si tu penses que c'est mieux, nous autres on avait la préoccupation là, de notre investissement qu'on venait de faire, ça faisait moins d'1 an qu'on avait un gros investissement, puis on disait, je suis pas sûr que c'est le meilleur temps là, pour avoir un projet de même, mais là, ça se présentait là, fait que c'était ça où on passait droite. Là. Mais moi, je vais toujours me rappeler, Marthe était assise au bout de la table, elle a la tête des chiffres tout le temps, là, c'est elle qui fait la comptabilité, puis elle avait les bras croisés, puis elle me regardait par-dessus ses lunettes, puis elle faisait le nom de la tête. Mais là, Marc était au téléphone, puis il disait à Jean-Michel, suis ton feeling. Elle était là, elle faisait là. La phrase « suis ton feeling » est restée... Ouais, c'est rendu un de tes... des gags dans la famille, là. « Suis ton feeling », le feeling a été bon, je pense, là. Fait que, ils ont... le soir même, le lendemain matin, je pense que vous avez fait définitivement l'achat. Ouais, on a fait un offre comme le soir avant le jugement, puis le lendemain, l'achat s'est officialisé, fait qu'on était bien excités, mais... Puis là, tu sais, on savait que c'était une famille exceptionnelle aussi, tu sais, puis on voulait travailler avec, fait que tu sais, c'était quand même drôle quand on s'est rappelé pour dire que ça avait marché. Quand je leur ai dit, maintenant, faites-vous-en pas avec son résultat, elle n'est pas à son meilleur. Là, mais là, un achat de même, là, on se disait, ouais, mais là, j'espère qu'elle est quand même pas loin de son meilleur pour payer une vache comme ça. Là, fait que... Ouais, parce qu'elle avait pas fini première. Non, elle avait fini 4e le lendemain, 2 ans junior, ouais.
On était là, ouais, d'accord. Dans ma réflexion, quand Jean-Michel m'a appelé pour la décision d'acheter ou pas acheter, un point qui me convainquait de dire oui, vas-y, si tu penses que c'est bon, c'est le fait aussi d'être accompagné par Femme Jacob, les avoir comme un peu mentors. On connaît toute la réputation qu'ils ont, quand même parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Fait que moi, je me disais, on peut juste gagner à travailler avec eux autres. Puis peu importe ce qui arrivera avec la vache, on n'a pas tout perdu. Là. Fait que c'est une raison de plus là, pour y aller de l'avant avec ça. Là, une vache comme Shakira, ça nous fait vivre des bons moments, des moments forts. J'ose croire, ça serait quoi le meilleur souvenir ou parmi les meilleurs souvenirs que vous avez avec cette vache-là? Ben, moi, personnellement, à l'occasion de mes 60 ans, mes deux garçons m'avaient payé le voyage pour aller à Madison. À ce moment-là, Shakira n'avait pas encore fait championne à Madison. C'est en 2021. Puis, fait que, dernière minute, il m'a annoncé qu'il m'amenait là. On est parti sans attente. On se doutait qu'elle pourrait bien faire, mais on était sans aucune certitude. Fait que c'est ça. Quand on était là, on est arrivés, nous autres, c'est la veille. Déjà, la vache était déjà préparée, prête à faire la parade, pratiquement. Puis là, on voit le déroulement, c'est gros, c'est grand, c'est... Oui, parce que là, on est en contexte, c'est la première fois que vous mettez les pieds là, à l'exposition à Madison. C'est à Madison, qu'il y a 2000 vaches, je pense, aussi 2000 vaches d'exposées. Puis, fait que ça, le lendemain, la journée se déroule, tout se passe bien, puis là arrive la classe de Shakira. On s'y approche, c'est pas nous autres qui fait la finition tout, mais au moins on est présent, on regarde aller ça. Puis là, on suit la vache, il y a beaucoup de déplacements à Madison pour se rendre sur le terrain du jugement. On s'en va, puis là, le feeling que j'ai eu de voir le monde se revirer, regarder la vache passer, tout le monde arrêtait. Juste de voir ça, là, c'était vraiment un feeling que je pensais pas jamais avoir avec une vache qui n'était pas notre élevage. C'était un achat, une belle vache qu'on est fiers, mais on dit tout le temps notre élevage, mais là, je pensais pas vivre ce feeling-là avec une vache qu'on avait achetée. C'était vraiment spécial, là. C'est vraiment beau ce que vous racontez parce que des bons moments, tu sais, je pense que l'IDIM à Toronto, c'est de quoi aussi pour lequel vous pouvez être fiers. Mais une vache qu'on n'a pas élevée, il faut qu'elle soit spéciale pour donner une émotion comme ça, de voir le visage rempli de fierté de la part des autres éleveurs, ses compères. Je pense que c'est quelque chose de précieux. Fait que, félicitations. C'était vraiment spécial. Dans le même ordre d'idée, moi... C'est ça, l'attention qu'elle a de tout le monde, des visiteurs, ça m'avait vraiment impressionné. Là, à 8h le matin ou à 11h le soir, il y avait constamment 10 à 20 personnes derrière elle, des visiteurs qui la regardaient, qui se prenaient en photo, ils se prenaient en selfie avec elle. Et c'était complètement une rockstar, là, avec des visiteurs de partout dans le monde. Tout le monde la connaissait, tout le monde avait hâte de la voir. C'est ça, comme tu disais... Quand elle partait dans les allées pour marcher, se déplacer, là, on aurait dit que le temps arrêtait autour. Tout le monde arrêtait ce qu'il faisait puis elle regardait passer. C'était vraiment... Puis elle a la démarche qui va avec. Elle est tellement élégante, la prestance. C'est ça. Même pour aller au ring. D'habitude, quand tu te promènes avec une vache, il faut quasiment que tu tapes sur le dos du monde pour leur dire « Excusez, on passe. » Mais non, elle, on dirait que les gens savent qu'elle s'en vient. Tout le monde se tasse. C'était vraiment spécial comme feeling. Là. Je sais pas si je retournerai un jour à Madison, mais j'ai peur d'être déçu. Ma première visite, vivre ça, puis après elle a fait championne suprême, dans la même journée, là, avec tous les délais que ça implique. Là. Ouais. Puis là, tu dis, c'est la plus belle vache au monde. C'était quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu te promènes avec, puis tu te dis, c'est elle. Sur le terrain, il y a 2000 vaches, mais c'est elle la meilleure cette année.
C'était quelque chose. Oui, je veux savoir ça. Moi, mon plus beau moment avec Shakira, je pense, c'était dans le temps de la COVID. On était allé à Lindsay, il y avait un show à Lindsay, ouais. Ça se peut-tu? Puis, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, il avait décidé de me donner le coup pour la porter au rond. Puis j'étais enceinte à ce moment-là. Puis là, j'en parle, puis ça me pogne, mais c'était vraiment un bon feeling. Puis tu sais, Cass aussi était là, puis il avait pris une photo, puis Jim me l'a fait faire en peinture, puis c'est vraiment un beau cadeau. C'est vrai, hein? Ouais. C'est mon plus beau moment, je pense. Donc, parlant de Shakira, on en parle pas mal, là. le 12 juillet, Oh, t'as l'air d'une fille qui veut un scoop? est-ce que les visiteurs qui prévoient leur séjour pour venir au Picnic Holstein, est-ce qu'on peut s'attendre à voir Shakira ici à la ferme? On peut vous confirmer que Shakira sera présente au pique-nique le 12 juillet prochain. Wow! Alors ça, c'est la chance de venir la contempler de près, là. Ouais, la plus belle, la vache qui a été choisie, la plus belle vache au monde en 2022 et 2023 sera présente à la ferme le 12 juillet. Ouais, parce que là, elle est rendue où dans son stade de lactation, Shakira? Elle risque d'être tarie à ce moment-là. Ok. Mais ouais, ça va faciliter aussi le fait de pouvoir l'amener ici. Fait qu'on y réserve une petite place douillette. Ah ben on a bien hâte de l'accueillir à Nicolette, cette Shakira. Cette année, le Picnic Holstein a pour slogan « L'agriculture au cœur d'une ville, la transmission d'une passion ». Qu'est-ce qui a inspiré un slogan comme ça? Ben, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment mémorable parce que, dans le fond, nous, on transfère la ferme là, à Jean-Michel là, en décembre 25. Puis, il y a plusieurs années, en 1991, là, j'étais enceinte de Jean-Michel, là, vraiment très enceinte. Puis, on avait reçu ici à la ferme pour la journée champêtre. Alors, c'était vraiment très grandiose pour l'époque. Et là, quand on nous a offert de recevoir ici, ben, je trouvais vraiment que ça venait boucler la boucle parce que c'est Jean-Michel qui reprend la ferme. Et puis, nous, l'avantage qu'on a aussi, on est vraiment au cœur d'une ville. Alors, c'est important d'avoir des bonnes relations aussi avec les citoyens pour qu'ils voient le travail à la ferme d'une belle façon. Alors, pour nous, c'est ça qui est vraiment important. On est heureux là, d'accueillir le Picnic Holstein cette année. Évidemment, on ne peut pas passer sous le silence l'organisation du Picnic Holstein. Je pense qu'il fait partie de votre quotidien avec votre comité organisateur. Donc, le 12 juillet prochain, un comité organisateur dont je fais partie fièrement. Donc, je vais utiliser le « on ». On vous prépare une journée haute en couleurs, évidemment, avec les activités habituelles que les éleveurs, vous connaissez déjà. Donc, le concours Gladu, avec le concours de présentation des jeunes, que vous allez pouvoir venir vous inscrire pour participer. Le juge cette année... Roulement de tambour. Ouais, Thierry Jaton. Thierry Jaton sera notre juge cette année pour le concours de présentation. On va avoir aussi le concours Gladu. On va avoir toute la journée des activités, je pense, pour toute la famille. On vous prépare vraiment une programmation qui va mériter le détour à Nicolet. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, dans cette journée-là, en tant qu'organisateur, à quoi vous avez le plus hâte de cette journée-là? Ben, moi, je suis un gars qui aime les rassemblements puis le côté social de la vie. Là. Puis, on dirait, j'ai hâte de voir tout le monde ensemble passer une belle journée, que ce soit festif, puis que ce soit vraiment alors, tu sais, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de choses dans le pique-nique, mais au final, là, tu sais, il faut que ce soit un beau moment que le monde va se souvenir. Tu sais, nous autres, c'était ça un peu la mission derrière le pique-nique. Là. On veut ramener ça à ça. Fait que, tu sais, on a prévu des choses pour tous les âges, puis pour toute la journée. Fait que ça va être, peu importe t'as quel âge, tu viens de où, mais tu vas avoir de quoi d'intéressant à voir tout au long de la journée, puis pour toute ta famille aussi. Catherine? Moi, ce que j'aime de cette journée-là, tu sais, veux pas avec la crèmerie, notre but, c'est un peu d'informer les gens. Je le dis souvent, avant, tout le monde avait un grand-père ou un mononcle qui était producteur laitier, puis à cette heure, ben, c'est quand même rare, là, tu sais. Fait on veut être ce grand-père-là, on veut être ce mononcle-là aux citadins. Fait que, tu sais, avec la crèmerie, ça fait 2 étés qu'on fait une porte ouverte pour informer les gens, puis je pense que cette journée-là va être incroyable, tu sais, il va y avoir plein d'intervenants sur le site. Les gens qui connaissent pas ça vont pouvoir venir poser leurs questions, ils vont voir à quoi ça ressemble, une ferme laitière moderne d'aujourd'hui. Puis je pense que ça va être une journée familiale fantastique.
tu peux pas avoir de fun là, cette journée-là. Je veux pas faire un jeu de mots plates, mais ça va vraiment être la crème de la crème de l'élevage qui va être là. Autant par les habitués, nos fidèles éleveurs qui participent année après année à cette journée-là, qui vont être présents sur le site, autant qu'il va y avoir des gens pour qui ça va être la première fois qu'ils vont assister à cet événement-là. Je pense que cet événement-là est hyper intéressante pour rapprocher le consommateur du producteur. Puis c'est un peu ce que le comité est en train de mettre en place, c'est vraiment pour que tous y trouvent son compte. Ouais, puis que c'est une journée qui va vraiment valoriser la production laitière du Québec. Cette année, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être différentes au pique-nique? Ben comme tu as dit tantôt, il va y avoir les mêmes concours que d'habitude, un peu la même structure qu'un pique-nique habituel, mais on voulait l'amener aussi à notre image. Fait que on va vraiment avoir une ambiance festive, on a un grand monde des enfants pour que les jeunes puissent vraiment s'amuser tout au long de la journée. On va organiser en primeur une tag sale, une vente d'animaux qui va avoir lieu durant la journée du pique-nique. Le 5 à 7, encore là, un peu à notre image, on a fait un 5 à 7 qui va être tourné autour du hockey et de la production laitière. OK, les deux ensemble, là, je comprends. Ouais, c'est ça. Il y a des surprises à venir. Là. Restez à l'affût, là, il va y avoir des annonces qui vont être faites. Le spectacle du soir, ça va être un beau spectacle là, on va recevoir le groupe L'Expédition, hommage aux Cowboys fringants. Ça, les Cowboys fringants. Depuis que je connais Jean-Michel, on va faire 16 ans qu'on est ensemble, à chaque fois que je prends le pick-up de la ferme, à chaque fois, c'est un CD des Cowboys fringants. Son père, c'est un adepte infini, c'est son groupe préféré, il est allé les voir en show plusieurs fois. Ouais. Puis là, c'est comme, tu sais, on parlait tantôt de boucler la boucle, là, mais tu sais, on va terminer cette journée-là avec un des shows préférés à ton père, les Cowboys fringants. Puis le fit était bon parce qu'on cherchait un groupe qui met le party, qui s'adresse à un grand auditoire aussi, tu sais. Puis justement, dans les shows des Cowboys fringants, c'est quand même remarquable, là, il y a du monde de 6 ans, puis il y a du monde de 80. C'est multigénérationnel, les Cowboys fringants. Puis c'est festif, c'est rassembleur, fait que ça cadrait vraiment dans ce qu'on voulait faire. Fait que ça va être ça, avec des chansonniers aussi. Il va y avoir des chansonniers pendant le 5 à 7. Des chansonniers de Nicolette? Ouais. Fait que non, ça va vraiment être là. Il n'y aura pas beaucoup de temps mort, là. Ça va être une activité après l'autre, toute dans la même thématique, là, d'avoir du plaisir ensemble, de passer une belle journée. Vraiment. Puis on vous invite en grand nombre à cette journée-là. Si c'est pas déjà fait, de l'inscrire sur votre calendrier parce que je pense que le comité organisateur travaille fort, la ferme travaille fort pour vous préparer une super belle journée. Donc, encore une fois, 12 juillet 2025, on va vous attendre à la ferme en Télémarque pour un super beau pique-nique au Donc, Catherine. Oui. Toi, est-ce que tu viens d'une ferme? Ben oui, je viens d'une ferme. Puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que, dans le fond, moi, j'ai des parts dans la ferme familiale, la ferme Béville à Butte-du-Fèvre. Mon grand-père étant Guy Lefebvre, qui tripait sur les vaches, lui aussi, un amateur, c'est un éleveur. Il est un petit peu visionnaire. Lui, maintenant, il a fait un voyage en Europe, il est revenu avec l'idée de faire une étape en stabulation libre, une étape dôme un peu. Fait que... à partir de là, c'est ça, on a eu un des premiers salons de traite au Québec en stabulation libre. Puis quand t'es un des premiers, ben tu fais des erreurs. Puis c'est ça que mon grand-père a fait. Fait que finalement, ça l'a bien... il est comme tombé malade, puis là, il était plus capable. Fait qu'ils ont vendu. Mais il a toujours aimé les vaches. Fait qu'il continuait, il faisait des encans, il rachetait, il faisait des encans, puis tout ça. Fait que t'as eu cet héritage-là, toi aussi, j'aimais vraiment les animaux. Mais bref, un jour, on a tout vendu. Puis, j'étais petite, là, mais je me rappelle que j'étais triste. Là, la dernière encan, c'était vraiment triste. Puis, le salon de traite est resté intact vraiment longtemps. Puis, tu sais, c'était un vieux salon de traite, là, des grosses boules en verre. Puis, en tout cas, c'était beau. Puis là, à un moment donné, moi, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, j'ai commencé mes études en architecture, tu sais. Puis, finalement, mon père a dit, là, fille, prends un break, réfléchis. Puis, c'est ça que j'ai fait. Puis, j'ai décidé d'aller à l'ITA, finalement. Fait que là, je m'en vais à l'ITA. Puis, moi, mon rêve, c'était... pas nécessairement de ravoir des vaches parce que j'étais toute seule, puis tu sais, des vaches pour une fille, c'est quand même gros à manipuler. Fait que là, je me dis, je me lance dans les chèvres laitières, puis je me pars un petit comptoir avec mes fromages chez nous, puis là, je vais vendre ça, puis tu sais, moi, je tripais, là. Moi et mon père, on est allé visiter des fermes de chèvres laitières un peu partout, puis là, finalement, mais là, Jean-Michel est arrivé sur mon chemin. Là, j'ai pogné le jackpot parce qu'il y avait des vaches. Fait que c'est un peu de là que nous en est venue l'idée, là, tu sais, quand... Je pense que c'est en 2000,
2019, on s'est rassis, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien, tu sais, de nouveau. Tu sais, là, ça faisait comme 3 ans que la ferme roulait avec les nouveaux robots, puis ça allait bien, puis je pense que c'est de là, on s'est rassis, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait? Puis là, mon désir de transformer mes produits aurait fait surface. Fait que là, c'est vraiment de là que c'est parti. Puis là, Jean-Michel, on se disait, on fait quoi? Tu sais, du fromage, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Puis là, maintenant, c'est lui qui a dit de la crème glacée. Je dis, ben voyons, t'es-tu malade? T'sais? Je connais rien dans la crème glacée. Puis il dit, ben il y a des formations. Je dis, ben t'as bien raison. Fait que c'est de même que ça a commencé, la crèmerie. Fait que on a fait nos formations. Puis, tu sais, juste à temps qu'on ouvre la première journée, ça a quand même pris 2 ans et demi là, d'élaboration, de remplir les papiers, puis les permis. Donc, c'est pas un petit projet, là. Tu sais, Jean-Michel, il nous l'a dit, c'est un entrepreneur qui aime les projets. Ouais. Ça en était un bon quand même, là. Ouais, ça en était un bon. Puis, tu sais, je leur dis souvent ça, si, mettons, jour 1, on avait su tout ce qu'on allait avoir sur notre chemin, je pense qu'on aurait été découragés et on l'aurait pas fait. Fait que, tu sais, c'est bien d'être naïf dans ce genre de projet-là. Donc, tu l'as dit, il y a plusieurs étapes. Donc, votre crème glacée, c'est une recette que vous avez fabriquée. Ouais. Comment on fabrique une crème glacée? Ouais, c'est un peu compliqué. En fait, moi, je l'aurais pas faite toute seule, là, évidemment, mais on a fait affaire avec un expert conseil. Dans le fond, on l'a rencontré, lui, lors d'une formation à Montréal. Puis, il s'est spécialisé un peu là, dans la crème glacée. Fait qu'on l'a approché, puis on lui a demandé si ça lui tentait de nous fabriquer une recette avec notre lait. Fait que là, on l'a rencontré, on est arrivé avec nos composantes de lait, puis lui, il nous a équilibré quelque chose. Puis là, on sait, en production laitière, les composantes puis la qualité de votre lait peut varier dans l'année. Ouais. Comment vous ajustez la recette? Ça se fait simplement ou vous avez comme des... Bien, on a quand même des barèmes, là. Fait que, tu sais, on a un petit peu de lousse, puis à chaque fois qu'on fait notre transformation, il y a un autre expert conseil qui vient avec nous, qui nous aide, là, justement, à balancer tout ça. Là. OK. Ouais. Puis, y a-tu des choses que vous modifiez dans votre régie de troupeau pour vous assurer d'avoir une certaine uniformité au niveau de votre lait ou... Pas vraiment. Tant mieux, donc ça reste simple en tant que producteur laitier. Le côté producteur laitier, ça change pas trop son ouvrage là, au quotidien là, de faire. Je pense qu'on aime mieux nous s'ajuster à ça que ajuster nos vaches à nous, tu sais. On a une régie assez stable aussi là, avec nos fourrages qui sont toujours les mêmes puis tout ça. Fait que la recette étant à la base faite selon ça, mais tant qu'on garde cette régie-là, ben, je pense que ça n'aura pas d'impact sur le produit final. Comment ça fonctionne, le transport de votre lait? Ben, concrètement, ça prend absolument les camions de la fédération pour transporter du lait qui est non pasteurisé. Fait que, quand on fait une recette, ben, c'est le camion à lait qui vient, il prend la quantité de lait qu'on a besoin, on monte à l'usine, on suit le camion avec nos ingrédients, on fait la recette à l'usine, puis on la rapporte pour l'entreposer dans nos locaux. Fait que en réalité, c'est ça. Puis au niveau de logistique, ben, la ferme vend ce lait-là à la fédération, puis nous, la crèmerie, on rachète le lait. La crèmerie fait une demande à la fédération d'avoir du lait, mais qui provient de la ferme d'ici. Fait que au niveau administratif, c'est de même que ça se passe, mais concrètement, le camion vient, on le suit, on prend ce qu'on a besoin, on fait notre recette puis on la ramène. Donc la crèmerie, pour ceux qui connaissent l'excellente crème glacée que vous fabriquez, que vous vendez, c'est dans une crème... À l'heure actuelle, on l'a connu sous la forme d'une crèmerie qui est mobile, mais tout récemment, vous avez fait l'annonce comme quoi vous alliez avoir un point de vente localement à Nicolet, là. Ouais, finalement, parce que ça fait 3 ans qu'on roule, puis... Honnêtement, à chaque fois qu'on sortait, les gens nous demandaient c'est où qu'on peut aller en consommer en tout temps. Puis on était comme, ben, on n'a pas de place encore, mais c'est quelque chose qu'on aimerait avoir. Puis, tu sais, on reculait tout le temps, on attendait. Puis là, finalement, cet hiver, on a eu une belle opportunité. Fait qu'on a eu la chance de pouvoir faire un partenariat avec le IGA à Nicolet. Fait qu'on se lance là, dans la grande aventure d'un bar laitier fixe à Nicolette, nos petits patelins. Ah, mais quelle excellente nouvelle pour les gens de la ville de Nicolette et les environs. Je pense que plusieurs vont pouvoir apprécier ce point de vente-là. Mais là, dites-moi, là, la crèmerie mobile, ça arrête pas, là. Non. Rassurez-nous, on va continuer de pouvoir avoir la bonne crème glacée dans nos festivals de la région. Ouais, tu sais, dans le fond, dans les dernières années, la première année, on a fait comme 29 sorties, la deuxième, 42.
l'année passée 61, puis là cette année on est rendu à 34. Là, mais j'avoue que j'ai pas fait de démarche cette année parce que là, c'est ça, je me disais comment ça va aller avec le bar laitier. T'sais, on voulait continuer de faire les deux, fait que je voulais pas me loader avec la crèmerie mobile pour avoir le temps de bien démarrer le bar laitier. Fait que oui, on n'arrête pas avec le mobile, on continue. Donc là, la crèmerie mobile, c'est quoi les produits que vous offrez? Là? La crème glacée, c'est-tu de la crème glacée dure? Pour ceux qui vous connaissent pas encore et qui vont venir le 12 juillet prochain, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger à la crèmerie en Télémark? Ben, en fait, nous, la recette, elle a été confectionnée pour faire de la crème glacée molle. Fait que c'est ça qu'on offre pour le moment. On peut offrir aussi les cornets trempés dans le chocolat. On fait affaire avec une compagnie là, de Drummondville qui font eux-mêmes leur chocolat qui est excellent. À plus de ça, on peut faire des sundaes. On fait des milkshakes. On fait des tourbillons, l'équivalent d'un blizzard, quelque chose du genre. Puis on a aussi nos fameux cappuccinos glacés, incroyables. À chaque fois que j'ouvre la crèmerie, c'est la première chose que j'ai hâte de me faire. OK, fait que ça, c'est vraiment ton produit préféré. Ouais, c'est mon petit bébé, là, ouais. On a fait la recette, puis depuis ce temps-là, c'est mon coup de cœur. Ouais. Jean-Michel, ton coup de cœur dans la crèmerie? Moi, personnellement, la bonne crème glacée molle en sundae, c'est... Je reviens souvent à ça. Avec un petit peu de chocolat de trempage. Ouais. Ah, le chocolat de trempage, t'as raison, Catherine, pour y avoir personnellement goûté. Fleur de sel, il y a un petit quelque chose. Hein? Moi aussi, c'est mon préféré. Je pense que j'ai hâte d'aller manger ma première crème glacée en Télémark cet été. Donc, pour les auditeurs, évidemment, lors du pique-nique Holstein, vous allez pouvoir goûter à cette merveilleuse crème glacée-là. Je pense que vous allez pouvoir donner vos commentaires et en juger par vous-même si c'est pas déjà fait. Mais une excellente recette. Merci. Savoureuse. Vous en avez parlé tantôt un petit peu comme quoi cette année, le pique-nique Holstein pour vous, ça vient un petit peu boucler la boucle. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui de ce parcours-là? Quand on est agriculteur, on travaille vraiment très fort. Puis le but de ça, c'est que nos enfants, à travers notre travail, voient du bénéfice, voient un amour du métier. Alors, quand on a un enfant comme ça, comme Jean-Michel, qui reprend la ferme puis qui a le goût de ce défi-là, puis je dirais, on a quand même 4 enfants, puis les 4 ont adoré la ferme. On les a impliqués aussi d'une autre façon. Mais ils ont toujours aimé participer aux travaux de la ferme avec le grand-père. Ils suivaient là, pour aller voir les tares au bois. Alors, c'est tout le temps des beaux moments qu'on a eus. Alors là, vraiment que ça se concrétise, que c'est notre garçon qui reprend ça, c'est encore plus important pour nous. C'est notre grande fierté, finalement. Il y a de quoi être fier, quand même. Hein? Oui, vraiment. Vous laissez l'entreprise entre bonnes mains, j'ai aucun doute. Oui. Merci, oui. On vient d'entendre la fierté de ta mère, Jean-Michel. De ton côté, ça serait quoi, à ce stade-ci de ta carrière, on va appeler ça comme ça, qui te rend fier? Ouais, mais c'est dur à dire, là, ça peut être dans plein de choses, mais un aspect qui me rend quand même fier, c'est que, tu sais, en 2014, quand je suis revenu sur la ferme, c'était juste des idées quand même, tu sais, qu'on avait en tête. Puis là, 10 ans plus tard, on a réussi à amener l'entreprise à notre image. Je trouve que c'est quand même... Je suis quand même fier de ça, tu sais, de pas juste être resté dans les idées, puis de les avoir mis en place, puis de l'avoir vraiment concrétisé, cette vision-là. Fait que... oui, parce que ça prend de l'audace, ça prend de la vision, puis il faut le faire. Hein? Le parcours, Catherine, elle l'a dit tantôt. Si j'avais su que c'était toutes ces étapes-là, je sais pas si on embarquerait là-dedans, ben il y a un peu de ce gambling-là, je pense, que vous avez en dedans de vous. Exact, ça prend de la naïveté à chaque étape, puis ça, on est bon là-dedans. Mais non, mais tu sais, c'est facile de rester juste dans « j'aimerais », mais tu sais, à un moment donné, tu y vas avec le premier pas, puis tu enfiles le deuxième, puis ça y va, puis au final, t'as de quoi qui peut avoir changé assez vite pareil, tu sais, sur 10 ans. Puis je pense aussi qu'on fait quand même une bonne équipe parce que tu veux pas, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Puis des fois, quand il y en a un qui est dans le haut, mais l'autre est dans le bas. Fait que tu sais, on s'équilibre aussi, puis on s'encourage, puis on se dit à deux, on va y arriver, là, tu sais. C'est ça, la force de travail d'équipe, c'est que c'est ça, t'as pas les bas tout en même temps. Fait que des fois, tu peux te ramener dans la chaloupe un peu. Ça prend une bonne équipe. Ouais. C'est ça. Pour les prochaines années, si on y va avec un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de la ferme en Télémark? Ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on a en tête là, présentement, c'est de continuer à rendre la ferme la plus productive et efficace possible, puis solidifier ça,
Puis continuer à développer le marché de la crèmerie aussi. Tu sais, là, à court terme, ça va être vraiment plus ça que les efforts vont être mis pour développer ça. Puis tout ça, tout en gagnant en efficacité et en productivité à la ferme. Mais on n'a pas pour l'instant de projet d'agrandissement au niveau de la ferme. On veut un peu solidifier ce qu'on a. Puis c'est ça. Mais tous les projets qu'on a faits, on a déjà dit qu'on les ferait jamais. Fait que c'est bien embêtant de dire qu'est-ce qu'on fera pas à long terme parce qu'on risquerait de le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça qu'on a en tête. Puis je pense aussi que quand on parle d'efficacité, notre but avec ça, c'est de pouvoir avoir plus de temps pour nous, pour notre famille, pour nos amis, parce qu'on est des gens qui aiment se recevoir, qui aiment se voir nos amis. Puis on veut continuer cette belle lancée-là. Ah, ben, je vais vous souhaiter tout ça. Je pense que tous ceux qui vous connaissent déjà savent que vous êtes des bons vivants, puis vous êtes remplis d'ambition. Puis je vais vous souhaiter tout le succès. Fait que merci énormément pour votre générosité ce matin, de nous avoir partagé votre parcours. Puis on se dit au 12 juillet. Ouais, mais merci à toi. Merci beaucoup! Bye! Bye! Bye!